tous, c'est Mélie sans vélo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Une présentation centrée sur du contemporain cette fois. J'ai 6 livres à vous présenter, dont des lectures courtes. Donc, je vais commencer par Maman a tort de Michel Bussy. C'est mon deuxième Bussy. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos la vidéo dans laquelle je vous parle de Un avion sans ailes, qui avait été une bonne lecture mais qui avait eu un côté assez frustrant pour moi parce que j'arrivais pas en fait à construire le fil de l'enquête au fur et à mesure. J'avais l'impression d'être toujours complètement dépassée, d'avoir un temps de retard, et ça a un aspect, même si c'est sympa parce que du coup moi j'avais pas réussi à me projeter sur la solution, et en même temps je trouve que ça a un petit côté frustrant quoi. Et finalement, dans Maman a tort, on se retrouve pas dans la même situation en termes de frustration. Ça n'a pas généré chez moi le même côté, je vais pas dire déçu, mais voilà, le même sentiment mitigé. J'ai passé un bon moment lecture, les pages s'avalent toutes seules. J'ai trouvé l'intrigue assez intéressante. Il y a quand même le même aspect un peu retournement de situation. Je vais pas dire tiré par les cheveux, mais retournement de situation inattendu, voilà, le truc un peu gros, enfin un peu gros, j'ai presque envie de dire plus c'est gros plus ça passe. En tout cas original, ça c'est sûr, pour le peu de policiers thrillers que je lis. Je pense que cette enquête, on peut vraiment la séparer en deux parties. Il y a une première partie du coup qui correspond à la découverte et à une première enquête, et puis une deuxième partie, et en fait je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette séparation, même si ça fait partie des retournements de situation, des chamboulements un peu sympas. Donc du coup on va suivre le psychologue scolaire qui rencontre Malone parce que a priori il dit des choses assez inquiétantes à sa maîtresse, à savoir que sa maman n'est pas sa maman. Et donc il raconte ça à sa maîtresse, il rencontre le psychologue scolaire qui commence à mener l'enquête, enquête qui pose beaucoup de problèmes aux parents en question. Et puis le psychologue, en désespoir de cause parce que vraiment il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, se tourne vers une commandante de police qui s'appelle Marianne Ogress, avec qui voilà il espère pouvoir mener cette enquête jusqu'au bout. Je me suis attachée pas mal au personnage, j'ai bien aimé le personnage de Vasile. Le personnage de Marianne Ogress, j'avoue que j'ai eu un peu de mal, c'est une commandante, chef de police, un peu brute de décoffrage, un peu... voilà, un peu vulgaire, j'ai presque envie de dire, avec ses gros sabots, et bon, je trouve ça un peu dommage en fait de présenter la police comme ça. Le récit est agrémenté de plein de petites choses. Je dis pas qu'elles ont... Enfin oui, je pense qu'ils n'ont pas forcément leur importance dans les relations entre... Enfin voilà, je pense que c'est pour approfondir le personnage de Marianne Ogress, mais du coup on a des petites informations sur ce qui se passe au commissariat entre les emplois du temps des uns, les amours des autres, tout ça, qui je pense n'apporte pas énormément à l'histoire. Je m'en serais bien passée moi de mon côté. Je trouve notamment sa vision des hommes, il y a une forme de jugement sur je crois un des policiers qui moi m'ont pas trop plu. Mais bon voilà, c'est clairement pas le fond de l'histoire, mais j'ai trouvé ça un peu dommage. J'ai été surprise par plusieurs éléments, tant en termes de relations avec les personnages, des choses auxquelles je ne m'attendais pas trop et qui sont... je pense que là pour le coup ce sont des clés du récit, mais qui sont très bien amenées et assez inattendues quoi. Bref, voilà, donc c'est une lecture qui se fait toute seule. Toute la première partie, il y a la tension qui monte, et la deuxième partie, c'est carrément plus explosif. Voilà, c'était sympa. On m'en a conseillé un autre de Michel Bussy. En plus, je l'ai vu passer dans ma wishlist Momox hier, mais j'ai oublié le titre.
À voir si je retente l'expérience, pourquoi pas. Franchement, un petit Bussy comme ça de temps en temps l'été, voilà. Maintenant c'est pas c'est pas mon auteur favori. Je pense que ouais. Je lis pas assez de policiers, de thrillers pour que ce soit vraiment ma came, mais un de temps en temps avec plaisir. Salomé Bodino, le syndrome des cœurs brisés, que moi j'ai aux éditions de l'Observatoire, mais il est sorti en poche cette année ou l'année dernière je pense. Dans cette histoire, on va suivre un jeune couple qui est composé de Victor et Lola. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre, et en fait bah, ils se sont installés ensemble assez rapidement. Ils ont l'air, quand on découvre leur profil, finalement assez opposés. Leur relation, comme toute relation, n'est pas toujours au beau fixe, et on sent que voilà, ils essayent chacun de leur côté d'améliorer les choses, jusqu'à ce que surgisse d'un coup dans la vie des habitants, je pense que ça doit être à Paris, un logiciel un objet informatique qui bouscule toutes leurs croyances, qui bouscule le monde entier. Il s'agit de Timewise, et Timewise c'est une petite carte qui est transmise à la demande de l'un ou de l'autre des membres du couple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'accord du partenaire pour en faire la demande. Mais il n'y a qu'une seule carte par couple quand même, et sur cette carte il est indiqué le temps qu'il reste à une histoire d'amour. Après il y a des précisions supplémentaires avec un pourcentage de raisons, des pourcentages associés à des causes de rupture, la belle famille, l'argent, la maladie, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Victor, on sent dès le début qu'il n'est pas forcément super à l'aise, alors il est bien dans sa relation, il a tout ce qu'il veut, mais il se rend compte que bah, Lola elle pourrait lui glisser entre les doigts, voilà, et donc du coup, pour se rassurer, parce que son grand frère a eu, je crois, 40 ans d'histoire avec la femme qu'il connaissait à ce moment-là, et donc ils se sont mariés, Victor aimerait faire ce test, mais Lola trouve ça ridicule, et puis voilà, il y a tout un... Au démarrage, il y a tout un jeu, voilà, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Elle se dit, bah, est-ce que lui ça le rassurerait, lui... il se dit mais on est tellement sûr, on s'aime tellement, il n'y a pas moyen, bah alors dans ce cas là pourquoi est-ce qu'on le ferait. Et bah, vous vous en doutez, c'est le début de la fin, puisque ils choisissent tous les deux de bien recevoir une carte, de regarder la date indiquée pour la fin de leur histoire d'amour, et de le faire, la découverte de la carte, en pleine réunion de famille, enfin lors d'un anniversaire, un événement social. Et en fait il leur reste 2 mois. Donc tout ça c'est le résumé, hein, il leur reste 2 mois d'amour, enfin de vie commune, d'amour ensemble. Et en fait ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir à quel point cette information là va tout changer, mais vraiment tout, à la conception, dans la conception de leur couple, et dans la notion qu'ils ont de l'amour et de leur relation. Puisque du coup, ils ont des réactions très très différentes. Lola, elle est dans le déni, elle se dit bah c'est qu'un chiffre, ça veut rien dire, et puis de toute façon bah autant être heureux pendant ces 2 mois, puis on verra bien au bout des 2 mois. Alors que lui il prend ça très très au sérieux, et puis il y a une forme d'escalade, et puis ils essaient d'arranger les choses, et plus ils essaient d'arranger les choses, moins ça va. Est-ce qu'ils regardent ou pas les critères pour les éviter, est-ce qu'ils... Enfin, ils mettent en place plusieurs stratégies en se disant on va réussir à tordre le cou au destin, et en même temps, à force qu'ils font ça, nous on voit bien à quel point ils s'enfoncent. Et j'ai trouvé ça très chouette comme histoire, j'ai bien aimé la profondeur que j'ai trouvée à ces personnages, les hésitations, les doutes, on vous aura parlé, je pense, déjà la vidéo, je pense, sera sûrement sortie avant celle-ci, du Chant des géants de David Brie, sur la partie vraiment profondément humaine. Comment l'être humain est capable, juste parce qu'il est humain, de se monter la tête sur des
sur des détails, sur des intonations, sur des incompréhensions en fait, de tout gâcher, de tout rater, et on sait pas à quel point c'est fait exprès, pas fait exprès, un concours de circonstances, enfin voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Bien sûr je ne vous dirai pas si oui ou non au bout des 2 mois le couple tient bon ou pas. J'ai adoré le dénouement, voilà ce que je peux vous dire. Je l'ai trouvé finalement super intéressant. Et ouais, moi ça m'a vraiment plu. Et après c'est un peu flippant. Maintenant j'y crois pas. Je pense pas que ça puisse exister, mais ça pousse forcément à s'interroger un peu sur, enfin pour les personnes qui sont en couple, à s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble et comment faire grandir et prospérer les choses. Enfin voilà, bref, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. J'ai entendu des avis un peu plus mitigés, que je peux comprendre, mais pour moi ça l'a vraiment fait et je l'ai lu, alors ça se lit vite hein, honnêtement. Je sais pas combien il y a de pages dans la version poche, mais dans la version brochée on est sur 328 pages et c'est super aéré hein. Voilà, je sais pas si vous allez voir mais il y a des grosses marges, les interlignes sont plutôt larges. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment. Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, pardon. Des 2 auteurs, j'ai lu Alabama 1963 que j'avais beaucoup aimé. Pour l'aspect un peu policier, thriller, mais vraiment la mise dans le contexte des États-Unis de l'année 1963 avec la ségrégation raciale, l'élection de Kennedy je crois. Dans Americas on va suivre une jeune fille à l'été 1973, une toute jeune fille qui s'appelle Amy et dont l'objectif est de traverser les États-Unis depuis Philadelphie jusqu'à Los Angeles pour rejoindre le manoir Playboy où elle espère retrouver sa sœur qui aux dernières nouvelles a fugué de la maison, donc sa sœur aînée qui avait 17 ans à l'époque peut-être, qui a fugué pour justement, coucou toi, se rendre dans ce manoir et devenir, comment on l'appelle déjà ? Playmate je crois. Et donc là c'est pareil, ce qui est super intéressant c'est vraiment la mise en contexte des États-Unis de 1973. Avec le scandale du Watergate, les suites de la guerre du Vietnam, les hippies, voilà, beaucoup de références à la culture de l'époque. Moi j'ai pas tout saisi, voilà, je pense que notamment il y a un couple en cavale, j'ai pas trop compris à quelle affaire les relier. Je me suis sentie un petit peu perdue et un petit peu en manque de contexte. En revanche, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Amy, que j'ai trouvé assez naïf, très naïf. Mais bon, c'est une toute jeune fille qui décide de faire ce voyage parce que plus rien ne la retient dans sa ville d'origine. Hein, voilà, elle se sent mal aimée par ses parents, mais pas mal aimée au sens où elle leur en veut, mais juste elle se rend compte que en fait il pourrait lui arriver n'importe quoi, elle pourrait être là ou ne pas être là, ça changerait rien. Et puis elle les présente comme des gens pas forcément intéressants, pas forcément intelligents, donc voilà, elle a une grosse curiosité et puis elle se dit allons-y, let's go, et il va lui arriver tout un tas de choses, elle va faire des rencontres très intéressantes, il y a des petits moments où j'ai quand même eu assez peur pour elle, mais voilà, j'ai vraiment passé un chouette moment, ça se lit tout seul. Maintenant il y a ce côté un peu contextuel où moi je me suis sentie un peu perdue parfois, et puis l'aspect où, alors je ne suis pas américaine, la culture là-bas est peut-être très différente, mais je trouve ça étrange qu'elle ait réussi à partir aussi loin et toute seule à son âge, que personne ne se soit davantage inquiété. Enfin voilà, bon après c'est pas la même époque, c'est pas la même culture, ça se lit vraiment tout seul, ça se lit très vite, mais je vous conseille quand même
Alabama 1963 que j'ai préféré. 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, je vous en ai parlé je crois dans un vlog. Je vais pas avoir grand chose de plus à en dire par rapport à ce que j'ai dit dans le vlog, puisque c'est une nouvelle, on va pas se mentir, la moitié du roman, enfin du roman, la moitié du livre là, c'est la préface dont je n'ai lu que le début d'ailleurs je crois. Et en fait le résumé je trouve est tout à fait adapté. Maintenant l'histoire du résumé c'est une partie du roman qui est un peu plus contextualisée, il y a quand même 1 ou 2 chapitres en amont pour préparer à ce qui se passe dans le résumé, à savoir qu'on a un groupe de, j'ai envie de dire de rentiers, mais on va dire d'étrangers particulièrement aisés qui se retrouvent, je ne sais plus où, est-ce que c'est à Monte-Carlo, est-ce que c'est en Suisse, est-ce que c'est dans le sud de la France, je ne sais plus, mais ils se retrouvent dans un grand hôtel particulier, enfin un grand hôtel avec une petite dépendance dans laquelle ils habitent tous. Il doit y avoir 2 couples. Un français il me semble et une vieille dame anglaise, et il se trouve qu'ils sont tous témoins de la disparition d'une mère de famille qui se trouvait dans l'hôtel avec son mari et ses enfants, et visiblement elle serait partie à l'aventure avec un jeune français qui se serait installé dans l'hôtel 2-3 jours avant, voilà, et elle a disparu en même temps que lui, donc tout le monde se dit que c'est une femme infidèle de petite vertu qui a ruiné son mariage pour suivre un parfait inconnu. Et en fait voilà, il y a ce débat autour de la table entre les différents protagonistes qui se disent mais voilà, ceux qui sont vraiment contre les actions de cette femme, et un homme, donc l'homme célibataire, du coup je sais plus du tout de quelle nationalité il est, qui lui prend la défense de cette femme, persuadé qu'il est effectivement possible de vouloir changer de vie d'un seul coup comme ça, et de prendre son courage à deux mains et de tout changer, et que c'est pas pour autant que ça en fait une mauvaise personne. Et donc suite à cette défense assez inattendue, la vieille veuve anglaise, la vieille dame anglaise qui se trouve autour de la table, décide de révéler une partie de son passé à cet homme en particulier parce que ça lui pèse, elle souhaite en parler. Et donc elle va lui raconter comment des années auparavant, alors qu'elle était tout juste veuve, elle a rencontré un jeune homme dans un casino à Monte-Carlo qui l'a complètement obsédé, sauf que lui il était complètement obsédé par le jeu, et on voit comment les 24 heures qui se sont écoulées à partir de cette nuit là ont complètement bouleversé sa vie à elle, et j'ai trouvé ça passionnant. Voilà, il y a une partie assez intéressante sur l'addiction au jeu. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une nouvelle qui est parue en 1925, donc faut aussi se remettre dans le contexte et se dire que à l'époque, la femme, c'était surtout les ladies, parce que là on est quand même dans une société visiblement assez aisée. Ce sont des femmes qui sont là pour se marier, être de bonnes épouses, tenir la maison et faire des enfants. Donc accepter le fait qu'elles puissent avoir une volonté propre et voilà, quelque chose qui les transporte dans des actions complètement inattendues et qui paraissent absurdes, c'est assez intéressant. Voilà, bref, très courte nouvelle que j'étais bien contente de découvrir. Ensuite, Pete From, le lac de nulle part, que oui, j'ai enfin sorti de ma palle. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai tenté le coup de tourner en fin d'après-midi en me disant que peut-être il ferait assez jour assez longtemps. Et là, moi, je vois le soleil qui baisse, donc je sais pas vous ce que vous voyez. J'espère que ça ira. Pete From, le lac de nulle part, c'est un roman donc de Pete From dans lequel nous allons suivre 2 frères jumeaux qui s'appellent Trig pour le garçon et Al pour la jeune femme, qui sont tous les 2 adultes, et cela fait 2 ans qu'ils n'ont pas eu de contact avec leur père. Avant ils passaient tous leurs étés en famille.
notamment pour faire du canoë, donc de longues virées de un mois et demi dans des zones, enfin dans des régions des États-Unis pleines de lacs où ils partaient avec la tente, enfin tout pour bivouaquer près de l'eau, faire du canoë toute la journée avec leur mère, leur père. Puis leurs parents se sont séparés, les bonnes habitudes de la famille ont un peu éclaté avec ce divorce et puis voilà, chacun a fini par mener sa vie dans son coin. Et donc là, Trig et Hal reçoivent un message de leur père qui leur propose une dernière aventure, tous les trois ensemble. Allons-y, retrouvons-nous comme au bon vieux temps. Sauf qu'en fait, ils se rendent compte tous les deux qu'il y a des choses qui clochent, quelque chose ne va pas, il est trop tard dans la saison pour se lancer dans une pareille expédition. Leur père a l'air d'avoir oublié des choses, lui qui n'oublie jamais rien. Voilà, il y a des petits éléments assez étranges qui se mettent en place. Et finalement on est, alors j'ai pas envie de dire sur un huis clos parce que on est en pleine, en pleine nature, dans de grands espaces et on les suit au rythme de leur pêche et de leur bivouac. Mais très clairement on va être sur ces trois personnages, les tensions qui montent parce qu'il y a de l'anxiété, il y a la peur vis-à-vis de la survie, de l'hiver qui arrive, des lacs qui gèlent, de leurs rations. Voilà, et c'est vraiment un roman, presque un roman de survie avec pas mal d'introspection, de psychologie sur un frère qui visiblement n'est pas, j'ai pas envie de dire pas très bien dans sa peau, mais bon lui de son côté il a subi des revers dans sa vie personnelle qui changent un peu les choses pour lui. Et il va découvrir tout simplement d'autres facettes de sa sœur jumelle avec qui il pensait pourtant avoir partagé vraiment tout de leur enfance. Et puis bien sûr leur père, voilà. J'ai adoré ce roman, je pensais mettre beaucoup plus de temps à le lire. En fait là pareil, il a l'air assez gros mais il fait moins de 500 pages. Voilà, il fait à peu près 450 pages. Mais le papier est toujours de très bonne qualité chez Gallmeister. Là aussi c'est assez aéré et finalement ça se bouffe. Voilà, à un moment j'étais complètement happée par toute encore une fois la tension qui se met en place dans ces paysages absolument magnifiques. J'ai trouvé ça très beau. Donc pour moi c'est encore une réussite, même si ce n'est pas mon préféré. J'ai quand même de loin préféré les deux autres que j'ai lus de l'auteur, à savoir La Maison en Chantier qui doit être quelque part, Jess tu me gênes, La Maison en Chantier et Les Amants, Mon Désir le plus ardent. Là c'était vraiment plus une histoire d'amour une histoire d'amour fraternel, contrairement aux deux autres qui explorent d'autres types de relations. Là c'était la relation entre le frère et la sœur jumelle et leur père. Et d'ailleurs pour info, si jamais ça vous intéresse, alors déjà les Gallmeister, moi je vous conseille toujours, sauf si vous avez un gros coup de cœur, que vous êtes sûr que ça va vous plaire tout ça, de vous les prendre d'occasion dans un premier temps. Parce que c'est des romans qui coûtent, on va pas se mentir, assez cher. Là on est sur 25 €. Alors oui c'est un grand format, il est très beau, la couverture est très belle. Voilà, les éditions font un super travail, le papier est de qualité, voilà, il y a tout ce qui va. Les totems qui sont des poches c'est quand même entre 10 et 12 € je crois. Donc moi j'avais pris les premiers d'occasion et maintenant que je sais, alors je vais pas dire que c'est une valeur sûre encore, voilà j'ai lu 3 romans, maintenant je sais que c'est vraiment des romans qui me happent, j'ai un peu moins de mal soit à les acheter neufs ou à me les faire offrir, mais si vous n'êtes pas trop sûr, attendez soit qu'ils sortent en poche, soit prenez-les d'occasion, ça se trouve quand même assez, peut-être pas assez facilement mais ça se trouve. Et donc celui-ci en l'occurrence est sorti au format poche, donc chez Totem, et ben il y a un mois ou deux je crois. Et enfin dernier roman dont je vais vous parler, que j'ai bouffé mais à une vitesse, Aquarelle les étoiles de Manon Fargeton, qui est là du contemporain jeune adulte. Et j'ai adoré, voilà, j'ai tout bonnement adoré cette lecture, je l'ai lu en début d'année. On va suivre 5 personnages, donc Titouan, Alix, Luce, Gabriel et Armand, qui sont des personnages tous très différents, tous liés, et en même temps
tous d'une justesse assez incroyable alors qu'ils ont des âges complètement différents. Titouan et Alix sont deux adolescents qui sont sur la fin de leur lycée et donc ils vont se retrouver tous les deux dans des situations encore une fois assez différentes, c'est-à-dire que Titouan a décidé que voilà, il en avait marre du monde extérieur et il ne sortirait plus de sa chambre. Donc c'est une lutte constante avec ses parents qui forcément ont beaucoup de mal à comprendre ce choix hein, de la part d'un adolescent qui visiblement n'a pas de problème de harcèlement, pas de problème. Je suis désolée mais il y a mon chat qui est en position de chasseur, les oreilles couchées et il tortille du cul en regardant par la fenêtre. Voilà. On est sur un adolescent qui visiblement n'a pas de problème particulier, qui est incapable de dire pourquoi il ne veut plus sortir, qui n'arrive pas à agir normalement dès qu'on le force à sortir. Alix de son côté a pour rêve assez singulier singulier, elle veut faire du théâtre, voilà, elle veut être comédienne. Et donc elle met tout en œuvre pour y arriver. La comédie, non, le théâtre c'est vraiment sa bulle, son lieu à elle, qui lui permet d'échapper à un père peut-être un peu trop présent, un peu trop là, un peu trop, je vais pas dire étouffant parce que ça part toujours que d'une bonne intention et elle le sait bien, mais voilà, elle doit faire face à ça alors que sa mère l'a abandonnée alors qu'elle était encore toute petite. Ensuite on va suivre deux adultes qui sont Gabriel et Armand. Armand qui justement construit toute sa vie autour de sa fille et Gabrielle qui elle de son côté construit toute sa vie autour de sa liberté, c'est-à-dire que finalement je veux pas dire qu'elle ne construit pas grand chose parce que c'est pas vrai, mais elle repousse systématiquement dès qu'elle sent quelque chose qui pourrait se construire, ça lui fait peur. Et le dernier personnage qui m'a tellement touchée, c'est une personne âgée qui s'appelle Luce et qui a du mal, voilà, à se lever le matin, à marcher, à bouger depuis que son mari, l'homme qu'elle aimait plus que tout, est décédé. Voilà. Et donc en fait on va vraiment suivre ces 5 personnages, leurs destins qui vont se mêler par des petits hasards, par des échanges très simples, des fils très ténus et qui vont se renforcer au fur et à mesure. Et d'ailleurs derrière il y a écrit 5 personnages, 5 solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leur existence s'entrelace. Et c'était beau, je suis quasiment certaine d'avoir pleuré, et plus d'une fois d'ailleurs. Et puis dans tout ça on a ces 5 personnages, mais on a un personnage un peu pivot, complètement secondaire, voire même tertiaire, mais qui sera là un peu tout du long, et qu'on va retrouver, ouais, je veux dire pour lier un peu toutes ces petites histoires. Bref, voilà, super roman jeunesse, enfin ouais, jeunesse young adulte, comme c'est le faire Manon Fargeton avec ses contemporains. Donc je vais le garder précieusement, je suis très heureuse de l'avoir acheté. D'ailleurs comme d'habitude elle fait de super jolies dédicaces. Choup, voilà. Je sais pas si vous allez voir. Donc très heureuse, et il va falloir que je le case avec les autres contemporains jeunesse young adulte que j'ai lu de sa part, que je vous recommande également, qui sont extrêmement touchants, et vraiment pour moi le gros point fort de celui-là c'est les personnages. Voilà, c'est la profondeur et la justesse de ces personnages, quel que soit finalement leur âge et les situations auxquelles ils sont confrontés. Elle arrive à garder quelque chose de tellement vrai. Voilà, et c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Et voilà, on est arrivé à la fin de la présentation de Contemporain voilà, pour laquelle j'ai accumulé ces romans. J'espère que ça vous a plu, ça sort un petit peu du cadre de ce que je propose habituellement en présentation. C'est vrai que pour ma part, je lis assez peu de contemporain, en tout cas en période d'hiver. C'est vrai qu'en été ça vient un peu plus.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires par rapport à des romans que vous auriez lus ou que vous auriez envie de lire. Ça me fait toujours plaisir, ou que vous n'avez pas aimé d'ailleurs. Hein. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.